Mon jeune frère m'a poursuivi en justice pour une villa au bord du lac. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit, la villa au bord du lac est à moi. Papa et maman ont ajouté, il la mérite plus que toi. Je n'ai répondu que par une seule phrase. Et elle a bouleversé leur monde entier. Mon propre frère m'a traîné devant les tribunaux pour la villa au bord du lac que j'ai achetée avec 8 ans de mon propre argent. Oui, mon vrai frère. Oui, la maison pour laquelle j'ai payé chaque centime. Un instant, j'étais debout sur le ponton de la maison de mes rêves au bord du lac d'Annecy, en Haute-Savoie, respirant l'air du premier jour où elle était vraiment mienne. L'instant d'après, je regardais des documents juridiques m'accusant de l'avoir volée à ma propre famille. Quand j'ai demandé pourquoi, Léo n'a pas hésité. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Cette maison au bord du lac m'appartient. » Papa a ajouté sans ciller, « Il la mérite plus que toi. » Maman se tenait juste là, hochant la tête comme si tout avait été décidé bien avant ma naissance. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré. Je les ai juste regardés tous les trois et j'ai dit une seule phrase. Une phrase qui a tout changé pour eux à jamais. Mon nom est Juliette Fournier. J'ai 34 ans, je suis chef de produit senior à Lyon. Et pendant 8 années entières, j'ai économisé chaque salaire, sauté toutes les vacances et vécu de riz et de poulet juste pour que cet endroit soit à moi. Ce qui s'est passé après cette seule phrase a brisé toutes les illusions que j'avais sur la famille et m'a montré exactement qui ils étaient vraiment. Si les personnes les plus proches de vous se sont déjà retournées contre vous pour quelque chose que vous avez mérité, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant, car cette histoire ne fait que commencer. J'ai grandi dans un modeste pavillon en briques des quartiers et de Chambéry, où l'air sentait toujours le pain et la fumée de barbecue, et où le mot « juste » n'existait tout simplement pas dans notre vocabulaire. Dès le jour où mon frère, Léo, est rentré de l'hôpital, tout a basculé dans sa direction. Mon père, Didier, dirigeait la famille comme un maire de petite ville qui n'a jamais perdu une élection, et Léo était le seul électeur qui comptait. Le monde entier de maman, Hélène, tournait autour du sourire de son plus jeune enfant. J'ai appris avant même d'entrer en maternelle que mes sentiments étaient un bruit de fond et mes réussites des menaces. À 17 ans, j'ai obtenu une bourse d'excellence pour l'université Grenoble-Alpes, l'une des meilleures offres que la région ait jamais faites à un enfant du coin. J'ai couru par la porte d'entrée, agitant la lettre, le cœur battant de fierté. Léo, 14 ans et déjà plus grand que moi, l'a attrapé, a parcouru 2 lignes, a levé les yeux au ciel et a dit que ça ressemblait à des devoirs. Ce soir-là, il a utilisé la lettre comme petit bois pour le brasero dans le jardin. J'ai regardé le papier se recroqueviller et noircir pendant qu'il riait. Quand je l'ai dit à papa, ses mots exacts ont été « Juliette, ne contrarie pas ton frère. Il traverse une mauvaise passe. » Maman a ajouté doucement « Tu en auras une autre copie. Laisse-le tranquille. » J'ai imprimé le remplacement moi-même à la bibliothèque le lendemain matin. Personne n'en a jamais reparlé. L'université n'était pas gratuite, même avec la bourse. Le logement, les livres et les frais de scolarité ont englouti le peu que j'avais. Alors, j'ai travaillé à 3 emplois à la fois, des services à 5 heures du matin à servir du café sur le campus, des sessions de tutorat en maths l'après-midi, et du vendredi au dimanche soir à servir des tables dans un grill en bordure de National. Je gardais l'argent liquide dans des enveloppes étiquetées dans le tiroir de ma chambre universitaire. Un jeudi, je suis rentré d'un double service avec 3 700 € que j'avais économisés en 4 mois, prévoyant de les déposer le lundi. Je me suis réveillé le samedi avec des enveloppes vides. 2 semaines plus tard, Léo est rentré à la maison dans une Peugeot 308 GTI rouge vif. Papa s'est vanté auprès des voisins d'avoir surpris son fils avec sa première voiture. Quand j'ai demandé d'où venait l'argent, maman a regardé le sol et a murmuré « La famille partage, Juliette. Ne fais pas de scène. » Je n'ai jamais revu un seul centime. Le jour de la remise des diplômes est arrivé 4 ans plus tard. J'ai traversé la Seine, diplômé avec la mention très bien en informatique, robe noire flottante, diplôme en main, scrutant la foule à la recherche de visages familiers. Les sièges où ma famille était censée s'asseoir sont restés vides. Plus tard dans la soirée, maman a envoyé un seul texto, une photo floue de Léo tenant un trophée en plastique lors d'un tournoi de football à Lyon avec la légende « Mon champion ». Pas de félicitations, pas de « désolé, nous avons manqué ça », rien. Je me suis assise seule en toge et mortier sur un banc du campus et j'ai supprimé la photo. C'était la dernière fois que j'attendais quoi que ce soit d'eux. J'ai déménagé à Lyon la semaine suivante, j'ai pris un poste de développeuse débutante qui payait juste assez pour survivre,
et j'ai commencé à gravir les échelons de la seule manière que je connaissais, en travaillant plus que tout le monde. Les promotions sont venues rapidement parce que je n'ai jamais dit non à une échéance, jamais pris un jour de maladie, jamais dépensé une prime pour quelque chose qui ne me faisait pas avancer. Mon appartement faisait 40 mètres carrés. Matelas par terre, une casserole, une assiette. Mes collègues m'appelaient « la machine ». Je ne les ai pas corrigés. 8 ans ont passé comme ça. 96 mois de déjeuner préparé, pas de vacances, pas de nouveaux vêtements, pas de concerts, pas d'application de rencontres, rien. Chaque salaire allait directement sur un compte à haut rendement. Je suivais chaque centime dans un tableur intitulé « Maison du lac ». Au-dessus de mon bureau, j'ai scotché une seule photo imprimée d'une villa de 4 chambres au bord du lac d'Annecy à l'heure dorée, un large ponton s'étendant dans l'eau calme, une terrasse enveloppante avec des chaises adirondaques orientées vers l'ouest. Cette photo était ma religion. À 34 ans, j'étais chef de produit senior dans une entreprise de technologie financière en pleine croissance dans le quartier de la Pardieu à Lyon. Le salaire de base plus les actions me plaçaient confortablement dans les bas 6 chiffres. Le tableur a finalement affiché le chiffre que j'avais écrit au stylo en 2017, 1 700 000 € en liquidité et une préqualification de prêt immobilier approuvée. Je n'en ai parlé à personne au travail. Je n'ai rien publié en ligne. J'ai conduit seul vers le sud un vendredi après-midi, je suis entré dans le bureau de l'agent immobilier au bord du lac et j'ai fait une offre au prix fort sur la maison exacte de la photographie. Le vendeur a accepté avant la fin du week-end. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis permis de sourire dans le rétroviseur en rentrant à Lyon. Je me suis même permis d'imaginer le dire à mes parents. J'ai imaginé papa levant un sourcil de surprise, maman disant enfin qu'elle était fière. J'ai pensé que peut-être, après tout, ils verraient enfin ce que leur fille avait construit de ses propres mains. Je n'avais aucune idée à quel point je me trompais. 3 mois après avoir signé les derniers documents de clôture, j'ai décidé qu'il était temps de partager la nouvelle avec la famille. J'avais passé un week-end entier et tranquille à la maison du lac, seul, marchant pieds nus sur les parquets de pin chaud, ouvrant chaque fenêtre pour laisser entrer la brise du lac, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes depuis le bout de mon propre ponton privé. Pour la première fois depuis des années, mes épaules n'étaient pas tendues. Je me sentais légère. J'ai pris cette photo nette. Les fours doubles de la cuisine gastronomique. La cheminée en pierre du sol au plafond. Le balcon de la chambre principale avec vue sur l'eau. L'abri à bateau couvert, la balançoire de la terrasse se balançant doucement. Le brasero extérieur sentant encore le cèdre frais, et une large photo à l'heure dorée de toute la maison se reflétant parfaitement dans le lac calme. Je les ai toutes mises dans le groupe de discussion familiale avec une courte légende, achetée la semaine dernière. Ma nouvelle maison au lac d'Annecy. Les confirmations de lecture sont apparues en quelques secondes. Tout le monde était en ligne. Pendant 30 minutes entières, le chat était un cimetière. Aucune réaction, aucun emoji, aucune bulle de frappe, juste le silence. Puis, à 20h17, mon téléphone a sonné avec une notification TikTok. Quelqu'un m'avait identifié dans une vidéo en direct. J'ai appuyé dessus. Léo était assis en tailleur sur son lit d'enfance à Chambéry, l'anneau lumineux éblouissant, les yeux déjà brillants. Le titre disait « Ma sœur a volé mon héritage et m'a laissé sans rien ». Le nombre de spectateurs dépassait déjà le 1 million et augmentait rapidement. Il a levé son téléphone pour que l'écran montre mes photos côte à côte avec une vieille photo de nos grands-parents défunts. La plupart d'entre vous savent que j'ai perdu mes grands-parents il y a quelques années, a-t-il commencé, la voix tremblante à point nommé. Ils ont laissé de l'argent pour moi et ma sœur, Juliette. C'était censé être partagé 50-50. Mais ce soir, elle vient de poster ses photos d'une maison d'1 million d'euros au bord du lac qu'elle a achetée en secret. Elle a utilisé chaque centime qui était destiné à notre famille, à moi, pour construire sa vie de rêve et ne l'a dit à aucun d'entre nous. Elle m'a privé de mon propre avenir. Le chat en direct est devenu fou. Emoji cœur, emoji flamme, doigt d'honneur, billets de banque volant à travers l'écran alors que les gens lui faisaient des dons. Dénoncez-la. C'est du vol. Annulez-la. En 40 minutes, la vidéo a atteint 2 millions de spectateurs en direct et a continué de grimper. Je suis resté figé sur mon canapé à Lyon, la lueur de l'écran me brûlant les yeux. Mon nom était en tendance dans toute la région. Des inconnus me traitaient de monstre, de profiteuse, d'être humain terrible. Certains ont posté mon profil LinkedIn.
D'autres ont trouvé l'annonce immobilière et ont commencé à laisser des avis d'une étoile sur la page Google de l'agent immobilier. J'actualisais toutes les 10 secondes, regardant les chiffres grimper, attendant que quelqu'un de ma famille intervienne et mette fin à tout ça. Personne ne l'a fait. Je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, le téléphone sur la table de chevet, le volume au maximum au cas où quelqu'un déciderait de me contacter en privé. Rien n'est venu. Pas même un simple point d'interrogation. À 10h03 précise, le téléphone fixe a sonné, le vieux téléphone de la maison que seuls mes parents utilisaient encore. Je savais qui c'était avant de décrocher. Papa n'a pas pris la peine de dire bonjour. Cette maison du lac est à Léo, a-t-il dit, la voix plate et froide comme s'il lisait un verdict. Tes grands-parents l'ont toujours destiné à lui. Tu le savais. Tu as agi dans le dos de tout le monde et tu l'as acheté quand même. Cet argent n'a jamais été à toi pour le dépenser seul. J'ai essayé de parler, mais il m'a coupé. Tu as une semaine pour mettre l'acte de propriété à son nom. Nous ferons préparer les papiers. Tu signes, ou nous intentons un procès et nous prenons tout. Le choix t'appartient. Maman a pris le téléphone ensuite. Son ton était plus doux, presque suppliant, mais les mots étaient d'acier. Pense à ton frère, Juliette. Il est dévasté. Ne traîne pas cette famille dans la boue. Fais simplement ce qu'il faut. J'ai réussi à prononcer 3 mots. Mon propre argent. Papa a de nouveau interrompu. Nous avons la preuve que c'était pour lui. Tu verras bien assez tôt. Une semaine. La ligne a été coupée. Je suis resté dans ma cuisine sombre, le téléphone encore chaud dans ma main, regardant les lumières de la ville. À Chambéry, mon petit frère était toujours en direct, pleurant toujours pour la caméra, récoltant toujours la sympathie et l'argent de millions d'inconnus qui me détestaient maintenant. Mes parents étaient là avec lui, nourrissant le récit, aiguisant le couteau. Pendant 34 ans, j'avais plié, avalé, travaillé jusqu'à l'épuisement, essayant de gagner une place à leur table. En une nuit, ils ont clairement montré qu'il n'y avait jamais eu de siège pour moi. J'ai posé le téléphone et j'ai senti quelque chose en moi changer, dur, final, irréversible. Ils n'étaient plus seulement injustes. Ils étaient des ennemis portant des visages familiers. S'ils voulaient la guerre, ils allaient apprendre exactement qui ils avaient élevé. Un vendredi soir, exactement 16 jours après l'appel téléphonique d'1h du matin, j'ai demandé à ma meilleure amie, Fanny, de conduire avec moi de Lyon au lac d'Annecy pour que je puisse enfin passer une nuit complète dans la nouvelle maison. Nous avons quitté le bureau à 18h, pris l'autoroute à 43, puis coupé vers le sud sur la départementale des 1504, les fenêtres entr'ouvertes, la playlist à fond pour couvrir le bruit qui résonnait encore dans ma tête. Le trajet a duré 2 heures de porte à porte. Lorsque nous avons tourné dans le chemin de gravier privé, les projecteurs à détecteur de mouvement se sont allumés et ont inondé toute la façade de la maison de blanc. Tout semblait paisible, jusqu'à ce que nous prenions le dernier virage. Léo était à genoux devant la porte d'entrée, capuche relevée, lampe de poche entre les dents, manipulant un passe-partout dans la serrure comme s'il avait regardé un tutoriel de trop sur YouTube. Un sac de sport noir était ouvert à côté de lui. Fanny a coupé le moteur et a chuchoté, « Dis-moi que ce n'est pas celui que je pense. » Avant que je puisse répondre, le projecteur de la sonnette connectée l'a frappé en plein visage. Le carillon puissant à 2 tons a résonné sur l'eau. Léo s'est retourné brusquement, les yeux énormes, puis s'est relevé en hâte et a sprinté vers la lisière des arbres. Il a trébuché sur son propre sac et est tombé lourdement. Madame Dubois, l'infirmière des urgences à la retraite de 72 ans d'accent grave côté, était déjà sur sa terrasse en pantoufles et en robe de chambre, le téléphone collé à l'oreille. Gendarmerie de la Haute-Savoie, bonjour. J'ai besoin d'une patrouille au 412 chemin de la Corniche tout de suite. Jeune homme, souhaite à capuche noire, en train d'essayer de s'introduire dans la maison du lac. Il court vers les bois, mais la caméra de la porte l'a filmé en 4K. 2 voitures de la gendarmerie sont arrivées en moins de 7 minutes, les gyrophares rouges et bleus se reflétant sur l'eau. Les gendarmes ont trouvé Léo à mi-chemin du sentier de randonnée, les mains en l'air, respirant comme s'il avait couru un marathon. Ils l'ont ramené menotté pendant qu'il criait tout le long du chemin que c'était sa propriété et que je le piégeais. Le chef de patrouille a reconnu mon nom sur les documents de clôture, encore frais dans le système du département. Il m'a demandé sans détour si je voulais porter plainte pour violation de domicile et tentative de cambriolage. J'ai regardé Léo sous le projecteur, souhaite à capuche à moitié zippée, visage égratigné par les branches,
sac de sport maintenant ouvert sur la terrasse révélant un sac de couchage, 2 bouteilles de vodka bon marché, une paire de mes clés de bateau de rechange qu'il avait dû copier d'une manière ou d'une autre, et une pile de photos imprimées de la maison avec « à moi » écrit sur chaque page au marqueur rouge épais. Quelque chose en moi est devenu très calme. Pas de plainte ce soir, ai-je dit. Juste le rapport complet, les photos, et une interdiction formelle de s'approcher. Ils l'ont gardé à la brigade pendant 4 heures. Empreinte digitale, photo, convocation. Il a été libéré à 2h17 du matin avec l'ordre de ne plus jamais mettre les pieds sur la propriété sous peine de poursuite pénale. Papa a appelé 17 fois pendant que nous attendions sur la terrasse. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Les textos se sont aggravés à chaque appel manqué, tu détruis ton frère. Comment as-tu pu faire ça à la famille? Nous montons là-haut demain. Fanny nous a versé du café du thermos, et nous sommes restés assises sur la balançoire jusqu'à ce que le ciel devienne rose. Elle a finalement rompu le silence. Juliette, ta famille n'est pas seulement toxique, elle est dangereuse. J'ai simplement hoché la tête, regardant la brume se lever du lac. De retour à Lyon l'après-midi suivant, Fanny a transféré les images de la caméra à Nolan, notre ami de l'université qui travaille maintenant dans la sécurité d'entreprise. Nolan m'a appelé 20 minutes plus tard. J'ai vu la vidéo. Ton frère a perdu la tête. Tu as besoin d'un requin, pas d'un avocat. Gaël Tissot me doit une faveur d'une affaire d'il y a 2 ans. Je t'envoie son numéro tout de suite. Lundi matin, je suis entré dans le bureau de Gaël au 23e étage avec vue sur Grenoble. Elle avait 38 ans, tailleur bleu marine, l'air sérieux. Nolan avait déjà envoyé le rapport de gendarmerie et le clip 4K. Gaël a regardé la vidéo une fois, a fait une pause sur le visage de Léo, puis a levé les yeux. Ils vont absolument intenter un procès, mais une tentative de cambriolage en plus de la campagne de dénigrement public? C'est de l'or en barre pour nous. J'ai fait glisser le dossier que Mathieu avait envoyé par courrier express sur son bureau. Les relevés de la fiducie des petits-enfants Fournier. Il y a plus. Mes parents continuent de prétendre que l'argent de la maison du lac vient de mes grands-parents. Je n'ai jamais su que cette fiducie existait. Gaël a ouvert le dossier. Page après page de retrait, 260 000 € sur 4 ans, chaque virement signé par Didier et Hélène Fournier en tant que fiduciaire, chaque euro atterrissant sur les comptes de Léo ou sur le compte professionnel de papa, marqué comme « dépense Léo ». La fiducie originale, exécutée en 2016, était limpide, partage égal 50-50 entre Juliette Fournier et Léo Fournier sur demande après l'âge de 30 ans. J'avais 34 ans. Pas un seul centime ne m'avait jamais été offert. Gaël a refermé le dossier et m'a regardé dans les yeux. Ils ont volé ton héritage, l'ont dépensé pour lui, et maintenant ils veulent la maison que tu as payée avec ton propre argent. J'ai senti chaque seconde des 8 dernières années s'installer dans mes os. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, la peur avait disparu. Seul le feu restait. Gaël m'a envoyé un texto à 7h12 le lendemain matin. Viens au bureau dès que tu peux. N'apporte rien d'autre que toi-même. Je suis entré dans sa suite du 23e étage à Grenoble à 8h47, ne portant qu'un grand café et le poids du dernier mois. Gaël était déjà à la table de conférence, les manches retroussées, entouré de dossiers à code couleur et de 2 écrans d'ordinateur. Mathieu était assis dans un coin, me saluant silencieusement de la tête. Elle n'a pas perdu une seconde. Maître François Morel a déposé l'assignation à 16h57 hier au tribunal de grande instance. Action en revendication de propriété et fiducie par interprétation. Ils prétendent que la maison du lac a été achetée avec des fonds qui étaient moralement et équitablement destinés à Léo. Faible, mais déposé. Nous nous y attendions. Elle a fait glisser l'assignation sur la table, 37 pages de drame juridique, complétée par une attestation sur l'honneur larmoyante de Léo et une déclaration sous serment de papa affirmant que les grands-parents avaient toujours favorisé le plus jeune petit enfant. Le sourire de Gaël était fin comme une lame de rasoir. Toute leur affaire s'effondre à la seconde où nous présenterons les vraies preuves. Aujourd'hui, nous verrouillons tout. Elle a composé un numéro en mode haut-parleur. Oncle Roland a répondu immédiatement. Nous sommes à 10 minutes, ma chérie. Fidèles à leurs paroles, oncle Roland et tante Béatrice sont arrivés à 9h15, portant la même boîte inifugée que la veille. Cette fois, ils ont également apporté une petite boîte en carton scellée avec du ruban adhésif vieux de plusieurs décennies, étiqueté simplement « Juliette et Léo ». Égal.
La voix de tante Béatrice tremblait alors qu'elle la posait. Ta grand-mère nous a fait promettre de garder ça comme la prunelle de nos yeux si jamais quelque chose tournait mal. À l'intérieur se trouvait l'acte de fiducie original exécuté en mars 2016, 2 signatures de témoins, le sceau du notaire, et un codicile manuscrit séparé signé par les 2 grands-parents en 2018 qui disait en partie « Nous avons vu le favoritisme s'installer dans la famille de notre fils Didier. Si l'un ou l'autre des enfants était traité inégalement, les fiduciaires secondaires, Roland et Béatrice Fournier, sont chargés de livrer les originaux et d'appliquer une division stricte de 50-50. Aucune exception. Gaël a photographié chaque page en haute résolution pendant que Mathieu copiait les scans sur un stockage cloud sécurisé. Oncle Roland a sorti une deuxième enveloppe. C'est l'avenant que ton père a essayé d'imposer en 2019. À l'intérieur se trouvait un document dactylographié qui aurait redirigé 100% de la fiducie à Léo à l'âge de 25 ans et 0 à moi. Les 2 grands-parents avaient écrit dessus à l'encre rouge « Refusé ». Ceci est contre nos volontés, et signé sous le refus. Leur notaire de l'époque avait authentifié le rejet sur le champ. Tante Béatrice a ajouté une fine pile de lettres qui m'étaient adressées, de l'écriture de grand-mère, postée entre 2017 et 2020. Toutes retournées non ouvertes avec le tampon « Refusé par Didier Fournier » sur les enveloppes. L'une contenait encore le chèque de distribution original de 45 000 €. Jamais encaissé, maintenant nul. J'ai lu la première lettre à haute voix, la voix se brisant à chaque mot. Chère Juliette, nous sommes si fiers de la façon dont tu travailles dur. Ta première distribution est ci-jointe. Utilise-la pour tes études ou ta future maison, ce qui te rendra heureuse. Il y en a beaucoup plus quand tu seras prête. Avec tout notre amour, mamie et papy. J'ai dû m'arrêter. Gaël m'a tendu des mouchoirs sans lever les yeux du scanner. Oncle Roland a parlé doucement. Après le décès de tes grands-parents, Didier nous a dit que l'argent était investi en toute sécurité pour les 2 enfants. Nous l'avons cru jusqu'à ce que Léo commence à exhiber de l'argent et des nouvelles voitures. Béatrice a compris l'année dernière. Nous avions trop peur de le confronter directement jusqu'à ce que tu appelles. Gaël a empilé les originaux proprement. Avec ces documents, leur procès est mort-né. La fiducie n'a jamais été modifiée. Ta moitié n'a jamais été distribuée. La maison du lac a été achetée avec tes revenus après impôt, titre de propriété propre, aucun problème de traçabilité. Ajoutez le rapport de gendarmerie et les captures d'écran de diffamation, et nous ne faisons pas que nous défendre, nous allons les anéantir. Elle s'est tournée vers moi, les yeux féroces. Juliette, ils n'ont aucune preuve légale. 0. Nous avons les originaux, des témoins, des amendements refusés, du courrier intercepté et une piste de fraude. Cela se terminera en une seule audience. Oncle Roland s'est penché et m'a serré la main, le premier contact chaleureux d'un adulte de la famille dont je pouvais me souvenir depuis des décennies. Tante Béatrice pleurait ouvertement, murmurant « Je suis désolé, encore et encore ». Pour la première fois depuis que la vidéo en direct de Léo avait fait exploser ma vie, je n'étais pas seul face à eux. J'avais la vérité en encre originale, 2 parents qui avaient choisi la décence plutôt que la loyauté du sang, et une avocate qui rédigeait déjà la demande reconventionnelle qui les ferait enfin payer. J'ai regardé Gaël et j'ai hoché la tête une fois. Alors, enterrons-les. Elle a souri comme un loup. Déjà intitulé « Procédure abusive, poursuite malveillante et violation de l'obligation fiduciaire ». Dépôt lundi. Le matin où l'affaire a été appelée au tribunal judiciaire, je suis entré par l'entrée latérale à 8h27, vêtu du tailleur bleu marine que je réserve habituellement pour la conclusion de contrat d'1 million €, les cheveux en chignon bas. Aucun bijou, à l'exception de la fine montre en or que je me suis offerte le jour de ma promotion au poste de chef de produit senior. Mon pouls était régulier, presque clinique. La salle d'audience numéro 3 sentait le vernis au citron et le vieux papier. Gaël a posé sa fine mallette sur la table de la défense et m'a fait un seul signe de tête calme. De l'autre côté de l'allée, papa, maman et Léo étaient assis, rigides, à côté de maître François Morel, dont le costume gris semblait avoir servi de pyjama. Léo n'arrêtait pas de tirer sur un fil lâche de sa manche. Les doigts de maman trituraient le même mouchoir sans jamais le porter à ses yeux. Papa fixait le sceau de la République sur le mur comme s'il lui devait de l'argent. À 9 heures précises, l'huissier a entonné « Levez-vous ». La juge Cécile Allègre est entrée, sa robe noire balayant le sol, et a pris place au banc sans aucune cérémonie. Elle avait la réputation de diriger son tribunal comme un bloc opératoire, pas de drame, pas de mouvement inutile,
aucune tolérance pour les absurdités. Maître Morel s'est levé le premier. Pendant 24 minutes complètes, il a livré une déclaration liminaire mielleuse sur les liens familiaux sacrés, le Benjamin de la famille, à qui l'on avait promis la maison du lac, et une sœur aînée égoïste qui avait tourné le dos au sang pour de la brique et du mortier. Il a agité l'attestation sur l'honneur taché de l'arme de Léo comme un drapeau de bataille, et a terminé par la phrase « Ce tribunal doit restaurer ce qui a été pris par la cupidité ». Il s'est assis. La galerie de journalistes locaux griffonnait furieusement. Gaël s'est levé sans fioriture. Madame la juge, la défense prouvera que ce procès est entièrement fondé sur la fabrication, la fraude et la mauvaise foi. Nous demandons à présenter les preuves dans l'ordre chronologique exact où les fautes ont eu lieu. La juge Allègre a fait un bref signe de tête. Accordé. Procédé. Pièce à conviction numéro 1, le dossier de violation de domicile. Les lumières se sont tamisées. Le moniteur de 85 pouces s'est allumé avec les images de la caméra en 4K cristalline. Horodatage, 21h12. Le visage de Léo sous le projecteur, le passe-partout grattant, le sac de sport s'ouvrant pour révéler des bouteilles de vodka et des photos de la maison couverte de « à moi » en rouge. L'appel calme de Madame Dubois à la gendarmerie joué en fond sonore. Gaël a placé le rapport certifié de la gendarmerie et la plainte pour violation de domicile sur le banc comme si elle abattait une quinte flush royale. Maître Morel a objecté que c'était « hautement préjudiciable ». La juge Allègre a répondu « c'est hautement probant quant au mobile et à la crédibilité ». Objection rejetée. Pièce à conviction numéro 2, les originaux de la fiducie. Oncle Roland a témoigné le premier. 70 ans, la voix stable comme des cloches d'église. Il a identifié la fiducie de mars 2016, la tentative d'avenant de 2019 avec le furieux, refusé, de ses parents en rouge sur chaque page, et la lettre notariée rejetant le changement pour toujours. Tante Béatrice a suivi, tenant la pile de lettres retournées de grand-mère et le chèque de 45 000 € annulé, toujours attaché, qui m'était adressé et dont je n'avais jamais connu l'existence. Maître Morel a essayé de les déstabiliser lors du contre-interrogatoire. Tous deux ont répondu avec une vérité calme et inébranlable. Le stylo de la juge Allègre n'a jamais cessé de bouger. Pièce à conviction numéro 3, le coup de grâce. Gaël a projeté les captures d'écran récupérées du groupe de discussion familiale de 2022 en police massive. Papa, 22h41, une fois que Juliette aura acheté ce terrain au bord du lac, nous la presserons de le céder directement à Léo. Il en a plus besoin. Maman, 22h43, exactement. Elle peut se permettre d'être généreuse. Elle lui doit bien ça. Papa, 22h45, si elle se bat, nous intenterons un procès. Le juge entendra raison. Maître Morel s'est levé d'un bond, le visage violet. Objection. Authentification. Contexte. La voix de la juge Allègre a tranché la pièce. Métadonnées certifiées par un expert judiciaire. Chaîne de possession documentée. Contexte explicite. Asseyez-vous, maître. Gaël a clos le dossier de la défense. Maître Morel a appelé Léo. Il a duré 7 minutes pénibles de « je ne me souviens pas » et « mes parents m'ont dit que c'était à moi ». Le contre-interrogatoire de Gaël a été sans pitié, 10 secondes de son direct TikTok affirmant que j'avais volé son héritage, suivi immédiatement par la page de la fiducie prouvant que je n'avais jamais reçu un centime. Léo a fixé le sol et n'a eu aucune réponse. Maître Morel l'a fait rasseoir. J'étais le dernier témoin. L'interrogatoire principal de Gaël a duré 11 minutes, source de revenus, déclaration de revenus, documents de prêt, virement bancaire, chaque centime justifié. Propre, ennuyeux, hermétique. Maître Morel a joué sur la culpabilité lors du contre-interrogatoire. Mademoiselle Fournier, n'auriez-vous pas pu simplement donner la maison à votre frère et préserver l'harmonie familiale? J'ai regardé droit vers la juge Allègre. Non, monsieur. Céder une propriété que j'ai gagnée pour récompenser une tentative de cambriolage, une fraude et une diffamation publique n'est pas de l'harmonie. C'est une capitulation. Je ne capitulerai pas, Maître Morel a essayé 2 autres questions. Les 2 se sont effondrés. Il a marmonné, pas d'autres questions, et est pratiquement tombé sur sa chaise. La plaidoirie finale de Gaël a duré 10 minutes d'acier pur, les faits alignés comme des balles, tirés un par un. La plaidoirie de Maître Morel a duré 8 minutes de bégaiement et de sueur. Quand il a terminé, le silence semblait radioactif. La juge Allègre a enlevé ses lunettes,
les a nettoyés lentement avec un petit chiffon blanc, puis a tourné à une nouvelle page sur son bloc-notes juridique. Elle a écrit 1 minute, 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes complètes de rien d'autre que le grattement de son stylo et le tic-tac doux de l'horloge murale. Puis elle a levé les yeux. Le marteau s'est abattu comme un coup de fusil qui a mis fin à une guerre que je menais depuis le jour de ma naissance. La juge Cécile Allègre a mis le marteau de côté avec un calme délibéré, a joint ses mains sur le banc et a parlé d'une voix qui portait jusqu'au dernier rang sans jamais s'élever au-dessus du niveau d'une conversation. Cette action en justice est déclarée abusive, vexatoire et totalement dénuée de fondement en droit ou en fait. Toutes les demandes formulées par les plaignants Didier Fournier, Hélène Fournier et Léo Fournier sont rejetées avec autorité de la chose jugée. Le droit de pleine propriété du bien immobilier communément connu sous le nom de 412 chemin de la Corniche, lac d'Annecy, Haute-Savoie, est confirmé à perpétuité à la défenderesse Juliette Fournier seule, libre de tout privilège, charge ou intérêt équitable. Concernant la demande reconventionnelle de la défenderesse, le tribunal trouve des preuves claires et convaincantes de procédures abusives et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Un jugement est rendu contre les 3 plaignants conjointement et solidairement pour un montant de 85 000 € au titre des sanctions et des dépens, plus 70 000 € de dommages-intérêts compensatoires payables à Juliette Fournier. Les honoraires d'avocat raisonnables et les frais de justice encourus par la défenderesse seront déterminés lors d'une audience séparée et ajoutés au jugement. L'exécution peut être immédiate. La séance est levée. La dernière syllabe flottait encore dans l'air lorsque les premières fissures sont apparues. La tête de papa est tombée jusqu'à ce que son menton heurte sa poitrine, ses épaules se recroquevillant comme un homme se repliant sur lui-même. Le mouchoir de maman a finalement glissé de ses doigts mous et a flotté jusqu'au sol, un petit drapeau blanc de reddition. Léo fixait la table devant lui comme si le bois pouvait s'ouvrir et l'engloutir. Maître François Morel s'est à moitié levé, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau, puis s'est effondré sur son siège. Je me suis levé lentement, le bruit de ma chaise roulant en arrière étant le seul son dans la pièce. Mes talons ont claqué 1, 2, 3 fois alors que je marchais jusqu'au centre exact de l'allée et me tournais pour leur faire face une dernière fois. Ils ont levé les yeux au même instant, 3 paires d'yeux qui avaient autrefois décidé de ma valeur, maintenant écarquillés par quelque chose entre la terreur et la supplication. J'ai parlé doucement, mais l'acoustique de l'ancienne salle d'audience a porté chaque mot jusqu'au chevron. Vous avez choisi Léo chaque jour de mes 34 ans. Aujourd'hui, je me choisis. À partir de cette seconde, nous sommes des étrangers. Vous n'avez plus de fille. Vous n'avez plus de sœur. N'appelez pas. N'envoyez pas de texto. Ne vous présentez pas à ma porte. C'est terminé. Papa a essayé de se lever. Ses genoux l'ont trahi et il s'est rassis lourdement. Maman a tendu une main tremblante, les doigts écartés, le même geste qu'elle utilisait quand j'étais petite et que je pleurais. Léo a murmuré, « Juliette », d'une voix brisée que je n'avais pas entendue depuis ses 8 ans. Je n'ai pas attendu davantage. Je me suis retourné, j'ai marché droit dans l'allée, passé la barre, passé l'huissier qui s'est écarté sans qu'on le lui demande. Les lourdes portes se sont ouvertes et la lumière du soleil a inondé la pièce. Gaël suivait un demi-pas derrière. Fanny et Nolan attendaient dans le couloir, les yeux humides, les bras déjà ouverts. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que mes chaussures heurtent la première marche de marbre à l'extérieur du palais de justice. Ce n'est qu'alors que je me suis arrêté et que j'ai respiré. L'air de novembre était froid et vif et avait le goût d'aiguilles de sapin et de liberté absolue. Mes poumons se sont remplis complètement, douloureusement, glorieusement, comme s'ils avaient été à moitié fermés toute ma vie. La chaîne invisible qui s'était enroulée autour de mes côtes depuis l'enfance ne s'est pas soulevée. Elle s'est rompue, maillon par maillon, et est tombée en poussière. Gaël a posé une main légère sur mon épaule. C'est fini, Juliette. Vraiment fini. J'ai regardé la place tranquille de la ville, des devantures de magasins en pierre, des voitures garées, des gens ordinaires vacants à leurs occupations un mardi ordinaire, qui n'avaient aucune idée qu'une vie de captivité venait de se terminer à 10 mètres derrière moi. Non, ai-je dit, et le mot est sorti stable, fort, tout neuf. Ça ne fait que commencer. 6 semaines plus tard, l'argent est arrivé, 85 000 € de sanctions, 70 000 € de dommages-intérêts, plus les honoraires à 6 chiffres de Gaël en plus. Leur nom figurait sur la ligne de l'expéditeur pour la toute dernière fois. Léo a été licencié le jour même où le Dauphiné libéré a publié en première page, une famille de la région condamnée à payer 155 000 € à leur sœur après un procès sans fondement pour une maison au bord du lac.
Ces anciennes larmes sur TikTok sont devenues des mèmes du jour au lendemain, cette fois avec le jugement du juge estampillé dessus. Papa et maman ont mis en vente le pavillon en briques des quartiers et pour 60 000 € de moins que sa valeur estimée. Il s'est vendu en 7 jours à un jeune couple attendant son premier enfant. Ils ont déménagé dans un appartement de 3 pièces délavé près de la Rocade, où le parking sans les ononfries et les boîtes aux lettres sont cabossées. Je n'ai jamais bloqué leur numéro. Je n'ai simplement plus jamais décroché. Certains matins, je me réveille encore en sursaut, m'attendant à la vieille oppression dans ma poitrine. Au lieu de cela, j'ouvre les yeux sur la lumière du lac scintillant sur les poutres en cèdre. Je marche pieds nus jusqu'au ponton avec un café noir, m'installe dans la chaise Adirondack que j'ai achetée la semaine où le titre de propriété a été confirmé, et je regarde l'eau devenir de l'or liquide. J'ai 34 ans, je suis sans dette, propriétaire absolu, et pour la première fois de toute mon existence, complètement, farouchement, sans aucune excuse, ma propre personne. C'est le seul héritage dont j'ai jamais vraiment eu besoin. 6 mois plus tard, le premier samedi chaud de mai, le lac scintillait comme du verre brisé sous un ciel sans nuages. J'étais pieds nus sur mon ponton en short en jean et en vieux t-shirt de l'université de Grenoble, retournant des travers de port sur des charbons ardents pendant que la musique flottait des haut-parleurs extérieurs. Fanny préparait des margaritas au chariot de bar. Nolan et sa fiancée se disputaient de bonne humeur pour savoir qui allait retourner les steaks. Gaëlle est arrivée la dernière, toujours en talons de palais de justice, les enlevant à la seconde où elle a mis le pied sur les planches et annonçant qu'elle était officiellement hors service pour la première fois en 8 ans. Oncle Roland et tante Béatrice sont arrivés dans leur vieux pick-up Renault avec 2 chaises pliantes et une tarte aux pêches maison encore chaude du four. Ils m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais l'enfant qu'ils n'avaient jamais eu, et je les ai laissés faire. Le ponton était bondé de la seule famille que je revendique maintenant, ceux qui se sont présentés quand tout a brûlé, qui ne m'ont jamais demandé d'être plus petite pour que quelqu'un d'autre se sente plus grand. De l'autre côté de la région, les choses semblaient différentes. Le poste de vendeur de Léo chez le concessionnaire de Chambéry a duré exactement 11 jours après que le jugement a fait la une des journaux locaux. Les clients le reconnaissaient des clips viraux, passaient directement devant lui pour aller voir d'autres vendeurs, et demandaient à parler à n'importe qui sauf au gars qui pleure de TikTok. La direction l'a licencié discrètement avec 2 semaines d'indemnité de départ. Aux dernières nouvelles, par une connaissance commune, il vivait dans un studio au-dessus d'un magasin de cigarettes électroniques près de la Nationale, livrant de la nourriture la nuit. Papa et maman ont vendu la maison en briques du côté et pour 55 000 € de moins que ce qu'ils devaient à la banque pour couvrir le jugement. Le camion de déménagement est venu un jeudi pluvieux. Les voisins ont regardé depuis leur porche les cartons étiquetés « Trophée de Léo » et « Décoration de Noël » être chargés. Ils louent maintenant un 2 pièces dans un HLM fatigué en périphérie, du genre avec des trottoirs fissurés et une piscine qui n'a pas contenu d'eau depuis 3 saisons. Papa a pris une retraite anticipée. Maman travaille à temps partiel à la friperie de l'église. Il garde les stores baissés. Je n'ai jamais demandé de nouvelles. Les gens me les donnent simplement. Ce samedi-là sur le ponton, le soleil est descendu bas et a tout peint en or. Nous avons mangé jusqu'à ne plus pouvoir bouger, ri jusqu'à en avoir mal aux côtes, puis nous nous sommes affalés sur des coussins et des chaises Adirondack, regardant les premières étoiles apparaître. Fanny a levé son verre. À Juliette, qui a construit sa propre fichue table quand ils lui ont refusé une place à la leur. Tout le monde a bu. J'ai regardé le cercle de visages brillants à la lueur du feu, des amis qui ont conduit 2 heures pour me tenir la main dans les salles d'attente, une avocate qui s'est battue comme une sœur, des parents qui ont choisi la vérité plutôt que le sang, des gens qui ont célébré mes victoires plus fort que les leurs. La vraie famille, ce ne sont pas les gens avec qui vous naissez. La vraie famille, ce sont les gens qui choisissent de se tenir à vos côtés quand le monde essaie de vous anéantir. Je pensais que le succès, c'était 1 700 000 € et une maison au bord de l'eau. Il s'avère que le succès est plus silencieux. C'est se réveiller sans angoisse. C'est rire si fort que les côtes vous font mal. C'est savoir, jusqu'au plus profond de soi, que les gens sur ce ponton brûleraient le monde avant de laisser quiconque me faire du mal à nouveau. Les braises se sont transformées en douces lueurs rouges. Quelqu'un a lancé une chanson lente. Nolan a invité sa fiancée à danser pieds nus sur les planches. Gaëlle a trempé ses pieds dans l'eau et a souri comme une enfant. Oncle Roland m'a serré l'épaule et a murmuré « Tes grands-parents sourient ce soir ». Je me suis penché en arrière, une bière fraîche à la main, la brise du lac dans mes cheveux, et j'ai senti la dernière cicatrice se refermer enfin. J'aurai 35 ans le mois prochain. Je possède chaque centimètre de la vie que j'ai construite.
Je ne dois aucune explication. Je ne porte aucune culpabilité. Et chaque matin, quand le soleil se lève sur le lac d'Annecy, la lumière entre directement par la fenêtre de ma chambre, se pose sur mon visage et me rappelle, j'ai réussi. Je suis chez moi. Je suis libre. C'est la fin qu'ils n'ont jamais vu venir.